Vous saviez depuis combien de temps je travaille sur cette vidéo? Depuis l'annonce de l'album, je savais que j'allais étudier cette musique. Dès le titre, je me suis dit ok, c'est mon domaine, on va parler mythologie, on va parler réécriture. C'était forcément pour moi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept que vous avez déjà vu sur ma chaîne, qui sont les analyses littéraires. Mais cette fois-ci on va pas s'attaquer à un roman, un recueil de poèmes, une pièce de théâtre. On va s'attaquer à une musique. Et pas n'importe quelle musique, puisqu'il s'agit du single principal du nouvel album de Taylor Swift, The Life of a Showgirl. La musique en question s'appelle The Fate of Ophelia et on va passer quelques temps ensemble parce que j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de notes pour essayer de décortiquer cette musique, voir en quoi c'est une réécriture du mythe d'Ophélie et essayer un petit peu de déployer, de creuser sur le véritable sens de cette musique et le sens qu'elle donne au mythe original. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lia, je suis doctorante en littérature comparée, spécialiste de la mythocritique. Donc là on est dans mon domaine et en plus je travaille généralement sur des figures féminines et des figures féminines autour de l'eau. Autant dire que Ophélie, j'ai déjà lu beaucoup de choses à ce sujet, beaucoup de réécritures, j'ai pas mal étudié cette figure et vu que je suis quand même une grande fan de Taylor Swift, disons que mes deux mondes se sont entrechoqués pour le meilleur et pour vos beaux yeux. D'ores et déjà, si le concept de la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à commenter aussi, à me dire ce que vous avez pensé de cette musique, est-ce que vous pensez de mes analyses, est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres théories, ce serait hyper intéressant. Et pour les petits nouveaux, parce que j'imagine que cette vidéo va aussi ramener des fans de Taylor Swift et pas forcément des fans de littérature plus générale, vous pouvez toujours rester sur ma chaîne. On dépoussière un petit peu les préjugés sur la littérature classique, mais je lis également de la littérature contemporaine. Je m'intéresse, comme je l'ai dit, énormément au processus de réécriture, que ce soit de mythes ou de contes. Enfin bref, ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer. Alors, on va démarrer par une petite introduction et une petite explication de, en fait, qui est Ophélie. Parce que tout part de là. Alors, Ophélia, c'est comme ça qu'elle s'appelle dans la version originale en anglais de Shakespeare. C'est un personnage féminin qui appartient à la tragédie Hamlet, donc qui est une pièce extrêmement connue du grand William Shakespeare, qui est aussi très connu, je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter. C'est un personnage féminin, mais attention, c'est au final pas du tout un personnage central de l'intrigue. L'intrigue va plutôt tourner autour d'Hamlet et d'autres personnages masculins. Les personnages féminins sont assez secondaires, et même si Ophélie, après coup, est l'un des personnages qui est le plus connu dans la pièce, elle n'a pas une importance si grande, ou alors son importance, elle lui est conférée par les autres personnages masculins, on va en parler. En anglais, son prénom est donc Ophelia, c'est celui qu'on retrouve dans l'intitulé de la chanson de Taylor Swift. En français, il a été d'abord traduit par Ophélia, maintenant on va plutôt préférer le prénom Ophélie. Et le principal intérêt de ce personnage, c'est que c'est à la fois l'intérêt romantique du personnage masculin principal, Hamlet, et c'est aussi la fille de Polonius qui est un noble avec qui Hamlet va avoir quelques petits problèmes. Enfin, petits problèmes. Par erreur, Hamlet va se retrouver à tuer Polonius, qui est un personnage très important. C'est un noble, il a beaucoup de pouvoir, et ça va un petit peu remuer beaucoup de choses, surtout que vous vous en doutez. Comme on peut voir par exemple dans le Cid, quand il y a des histoires de père tué ou de père à tuer, la fille se retrouve un petit peu le cul entre deux chaises, hein, c'est pas Shakespeare qui le dit, c'est moi. Donc voilà, c'est assez ambigu. Donc son père meurt et en plus de tout ça, Hamlet va littéralement la répudier. Il va lui dire grosso modo, je ne veux plus de toi, pars dans un couvent, fais ta vie de ton côté, moi je veux plus avoir affaire à toi. Et le personnage d'Ophélie va être absolument dévasté, elle va tomber dans une période très sombre où elle a beaucoup d'idées noires, mais ça
Ça je vous le dis, c'est en filigrane, hein, parce qu'au final on ne suit pas tellement son état d'esprit à elle, mais on se doute que la rupture avec Hamlet lui fait énormément de mal. Et quelques scènes plus tard, la reine va annoncer que Ophélie a eu un accident et qu'elle s'est noyée. Seulement, encore une fois, quelques scènes plus tard, la version accidentelle de la mort d'Ophélie est beaucoup remise en question et on donne la possibilité qu'en fait elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée, on le dit au début, par amour. Et c'est une version qu'on va garder et qui va être présente dans la critique littéraire du temps de Shakespeare et aussi un petit peu après. Seulement à la deuxième moitié du XXe siècle et au début du XXIe siècle, la critique est un peu plus frileuse à appeler ça un suicide d'amour. On se dit plutôt qu'elle a été victime de l'autorité et de la société ultra oppressante pour les femmes dans laquelle elle a vécu, et qui fait que grossièrement une femme à cette époque-là, une fois qu'elle est répudiée par son mari et en plus qu'elle n'a plus de père, elle n'a plus du tout de tuteur et d'autorité à laquelle appartenir, et donc elle n'existe plus. Peut-être que le suicide d'Ophélie n'est pas une manière de montrer son amour absolument intense et débordant pour Hamlet, mais plutôt de montrer que la seule manière pour une femme de se prendre en main à cette époque-là et d'échapper à sa condition, c'est tout simplement de mourir. Dans quel courant s'inscrit un petit peu l'analyse que je vais vous faire? Parce qu'on va utiliser beaucoup de concepts qui sont issus de la critique littéraire notamment, et de la critique en général. Je vous ai parlé tout à l'heure de mythocritique. Parlons-en, qu'est-ce que c'est? Je pense que le terme est assez évoquant, mais je vais vous dire un petit peu les méthodes qu'on peut utiliser et ce à quoi ça sert. Donc la mythocritique, c'est un champ d'étude qui permet, vous l'avez compris, d'étudier les mythes, mais de multiples façons. Soit avec les récits qu'on en a, soit à travers des représentations, que ce soit dans la peinture, dans la musique, au cinéma, etc. Mais on va aussi étudier la chronologie de ces mythes-là, dans quelle société est-ce qu'ils sont nés, quelles sont les phases où ce mythe a un petit peu disparu, quelles sont les phases où ce mythe a repris beaucoup d'importance. Et tout ceci vise à en extraire le ou les sens, que ce soit des sens symboliques, que ce soit des sens psychologiques, des sens sociologiques, enfin bref, le mythe est l'objet d'étude et on va voir comment est-ce qu'il s'insère dans les sociétés dans lesquelles il apparaît et tout simplement quel est son but. Alors c'est une approche qui est vraiment interdisciplinaire. On mélange à la fois les outils d'analyse littéraire, par exemple. Moi je sais que mes études se basent beaucoup sur l'analyse littéraire, l'analyse des textes, mais on a aussi une approche d'analyse artistique. On utilise également une approche historique, ethnologique, anthropologique, sociologique, enfin bref, il y a énormément de disciplines qui sont utilisées dans le cadre de la mythocritique, ce qui en fait une analyse assez exhaustive, ou du moins le plus exhaustif qu'on peut. On va également utiliser les concepts de réécriture et d'adaptation. Alors la réécriture, le terme aussi parle de lui-même, c'est tout simplement de s'inspirer d'un texte qui a déjà été écrit pour proposer sa propre version, on va dire pour l'investir, pour le développer. Et l'adaptation, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on a aussi cette idée d'intermédialité, c'est-à-dire que on va changer de format et on va changer de média. Par exemple, quand on parle d'une adaptation cinématographique, c'est une œuvre littéraire qui a été adaptée en film, et donc on a ce changement de média. On peut aussi avoir des adaptations picturales d'œuvres littéraires. Je sais qu'avec Ophélie, on a énormément de tableaux qui reprennent le mythe. Et ces deux termes, ils vont être englobés par ce qu'on appelle l'intertextualité, qui est un concept de théorie linguistique, mais qui va s'appliquer en grande partie à la littérature, et qui permet de penser les créations littéraires, non pas comme des choses indépendantes entre elles, mais faisant partie d'un réseau. Et c'est pour ça que l'intertextualité et la réécriture vont très bien ensemble, puisque l'une des choses les plus évidentes de lien entre les textes, c'est quand ils se répondent et quand ils sont réécrits. Alors évidemment, on va avoir beaucoup de procédés différents d'intertextualité, on va pas forcément toujours être sur des réécritures, entre guillemets, bêtes et méchantes d'un mythe ou d'un texte qui a déjà existé. On va être par exemple sur la reprise de certains motifs. On sait par exemple que les auteurs décadents utilisaient énormément de motifs qui ont été
proposées par Charles Baudelaire dans ses recueils. On a aussi le recours parfois à des citations d'autres auteurs ou à des mentions de personnages, de lieux. Et donc tout ça va créer un espèce de tissu littéraire où chaque œuvre a sa place et chaque œuvre répond à ce qui a été fait avant et est une amorce à ce qui va être fait après. Ici, la volonté de faire une réécriture, elle est hyper claire. Taylor Swift, dès qu'elle a annoncé son album et qu'elle a annoncé les titres de ses musiques et qu'elle a parlé de The Fate of Ophelia, on savait tous que ça allait être une réécriture de la pièce de Shakespeare. Et puis en plus de la track, on a aussi la pochette de l'album que je vous remets juste là et qui est non pas une allusion, mais qui est littéralement la reprise d'un tableau. Ce tableau très très connu qui représente Ophélie lorsqu'elle a eu son accident ou qu'elle s'est suicidée suivant les versions. Et donc sa mort, elle est magnifiée. On a cet aspect un petit peu sirène, à la fois très très étrange quand on voit le visage d'Ophélie qui paraît à la fois un petit peu terrifié mais aussi assez calme finalement. Donc littéralement si je vous mets la pochette de l'album et ce tableau là, vous voyez le lien est évident. Surtout que du coup j'ai pu aussi regarder le clip puisque je me suis rendue à l'avant-première, enfin au cinéma pour voir le documentaire sur l'album où on a pu voir en exclusivité le clip de The Fate of Ophelia et cette image là et ce tableau il est repris au tout début du clip puisque on a ni plus ni moins que le background du tableau avec Taylor Swift à la place du personnage principal. Et ensuite le tableau va un petit peu se séparer, Taylor Swift va se lever et donc on va passer d'un format de tableau très très figé à quelque chose un peu plus en mouvement. Pour revenir aussi un petit peu sur le clip, on a une scène où elle est déguisée donc en Ophélie, elle est sur un bateau et le décor est vraiment hyper théâtral. D'ailleurs quand elle explique dans le documentaire un petit peu comment elle a pensé cette scène-là du clip, elle a dit qu'elle voulait vraiment faire quelque chose en carton-pâte avec des costumes de pirates. Elle a son costume qui est assez théâtral et elle a cette énorme chevelure rousse. Là pour le coup ça m'a plus fait penser au tableau de Waterhouse que je vais vous mettre juste ici. Et donc ensuite on a plusieurs tableaux qui là pour le coup n'ont pas un grand rapport avec Ophélie mais plus avec l'esthétique de la showgirl. Mais à la fin on va retourner sur une image qui ressemble énormément à la couverture de l'album où elle est dans son bain et où son visage est à moitié immergé. Le processus de réécriture ici il est assez clair, comme je vous l'ai dit, que ce soit dans les visuels mais aussi dans le titre de la musique The Fate of Ophelia. D'ailleurs on peut voir une espèce de renversement puisque la pièce de Shakespeare s'appelle Hamlet et donc se concentre uniquement sur le personnage masculin et comme je vous l'ai dit, Ophélie n'est au final que périphérique. Alors que là, Ophélie va vraiment être un personnage central de la musique, un personnage central de l'intrigue, mais attention, ça ne veut pas dire forcément que cette réécriture est beaucoup plus subversive que le texte d'origine. On a aussi d'autres allusions et références à l'histoire d'Ophélie, notamment lorsque Taylor dit « j'aurais pu me noyer dans ma mélancolie », donc ça c'est un écho évident à l'histoire d'Ophélie telle qu'elle est décrite dans la pièce. La figure d'Ophélie, elle est vraiment associée assez évidemment à l'élément aquatique, à l'eau. Comme je vous l'ai dit, elle va se noyer et on va décrire sa mort comme un tableau au final, même dans la pièce. C'est quelque chose de très esthétisé, on va avoir un moment un petit peu suspendu où la reine va décrire tout simplement la scène, ce qui s'est passé, et on va avoir vraiment un focus comme on peut l'avoir sur le tableau, sur le corps d'Ophélie qui flotte. Et là on va pouvoir commencer un petit peu à décortiquer le texte d'un peu plus près puisque on a une prégnance des éléments, que ce soit l'élément aquatique même s'il est un petit peu en retrait, et surtout le feu qui est vraiment un élément qui est omniprésent dans cette musique. On a aussi une mention du ciel et de la terre mais ça c'est uniquement dans le refrain et c'est vraiment pour montrer une espèce de globalité et d'harmonie entre tous les éléments. Je vais pouvoir dire 2 ou 3 trucs sur le symbolisme autour de l'eau. L'histoire principale est très très attachée à l'élément aquatique. Le personnage d'Ophélie semble complètement indissociable de cette eau qui va l'envelopper, qui va peut-être l'emprisonner ou peut-être la libérer suivant l'interprétation qu'on en fait. Et donc là on va pouvoir parler du travail
qui a été fait autour du symbolisme des éléments. C'est un travail qui a été fait par le philosophe Gaston Bachelard, qui a énormément travaillé sur les éléments et leur symbolique. Dans son essai L'eau et les rêves, il développe notamment la notion de complexe de Nausicaa. Nausicaa qui est un personnage féminin de la mythologie. Et donc le complexe de Nausicaa, il permet de désigner toutes les images et toutes les représentations qu'on a, soit de naïades et de nymphes aquatiques, ou soit de manière un peu plus réaliste et terre à terre, à l'image de la femme dans son bain. Et là, je pense que si vous avez suivi l'image de la femme dans son bain, elle est extrêmement utilisée sur la pochette de l'album, mais aussi dans le clip. Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors là, je vais prendre une citation de Michel Pichon qui a travaillé sur justement l'essai L'eau et les rêves et qui a un petit peu vulgarisé la pensée de Bachelard. Elle dit: l'image de la femme dans le bain, décrite ou suggérée par les poètes, alors là on dit poète, mais évidemment on peut élargir à tous les artistes, n'est pas une réalité. C'est une image qui exprime la réalisation d'un désir. Une eau claire pourrait refléter la plus belle des images, celle de la nudité féminine. Et c'est là que c'est extrêmement intéressant, puisque l'image de Taylor Swift dans ce bain n'est absolument pas une image qui est authentique, c'est une image qui est esthétisée et qui traduit d'un désir, un désir qui est pour le coup assez masculin. On a aussi ces associations qui sont assez évidentes et qui ont été développées, comme je l'ai dit, par Gaston Bachelard, mais aussi par Gilbert Durand dans son ouvrage Structure anthropologique de l'imaginaire. On a toute une constellation de symboles qui regroupent les éléments aquatiques aux éléments nocturnes et à une dimension féminine. On a beaucoup de personnages, je pense qu'on peut citer la sirène, c'est celle qui est la plus connue, de femmes aquatiques et qui sont souvent le symbole d'une féminité assez monstrueuse. Sauf que Ophélie, elle est complètement aux antipodes de ça, puisqu'elle incarne une féminité assez douce, assez passive, et c'est pour ça qu'elle est notamment représentée dans des lacs et dans des eaux qui sont stagnantes et qui sont calmes. Alors que les sirènes sont représentées dans la mer qui est assez agitée, et on a d'autres figures, notamment celle de Lorelai, qui pour le coup évolue dans un élément aquatique toujours en mouvement. Mais Taylor ne choisit pas du tout de reprendre cette image de féminité en mouvement qui est un peu plus subversive et qui est un peu plus monstrueuse, mais elle reprend l'image assez stéréotypée et très douce et passive de la féminité. Et comme je vous l'ai dit, au final l'élément aquatique dans le texte de Taylor Swift, il est plus aussi présent, puisque, et c'est littéralement ce qu'elle dit dans le refrain, on l'a sauvée de ce destin-là, donc on l'a sauvée de la noyade, on l'a sauvée du destin d'Ophélie. Et donc quoi de mieux pour contrer l'élément aquatique que le feu, puisque ce sont deux éléments opposés, deux éléments complémentaires, ça dépend de ce qu'on pense. Et là toujours Gaston Bachelard nous a écrit un superbe essai qui s'appelle Psychanalyse du feu et qui, comme L'eau et les rêves, va décrypter cet élément et en dégager des sens, des réseaux de symboles, etc. D'ailleurs, l'élément du feu, il est introduit dès le début de la musique, puisqu'elle dit, d'après ce que dit la légende, t'es un peu un pyromane, t'allumes la mèche et tu la regardes s'enflammer. En gros, c'est un petit peu la traduction littérale qu'on peut faire des paroles. Dès le début, on va avoir l'introduction d'un personnage masculin qui est associé à l'élément du feu et qui va sortir Ophélie, Taylor, si on peut dire, la narratrice, de sa stagnation. Parce que oui, si l'élément aquatique, dans le cas d'Ophélie, est un élément stagnant, tout comme peut l'être par exemple l'élément terrestre, et ben le feu et l'air sont des éléments qui sont naturellement en mouvement. Le feu a pléthore et pléthore de symboliques qui sont décrits par Gaston Bachelard dans Psychanalyse du feu. J'ai décidé de vous en relever quelques-unes qui me paraissent significatives pour analyser la musique évidemment. Bon, l'association la plus évidente, c'est le feu et la passion amoureuse, la sexualité. Voilà, on l'a vu dans le reste de l'album, c'est un album qui est extrêmement tourné vers le désir, la passion amoureuse, la sexualité. On a aussi la mention dans les paroles de l'enfer, quand elle dit genre « Don't care where the hell you've been ». Et aussi la phrase « Pulling me into the fire », donc là c'est assez évident puisque l'élément est mentionné
explicitement, on peut trouver d'autres significations au feu. Et c'est là que ça devient assez intéressant parce qu'on va un petit peu creuser et décortiquer des sens un peu plus cachés, un peu plus métaphoriques, dont je pense même l'autrice n'a pas tout à fait conscience. Et là on va parler encore une fois de mythologie avec le complexe d'Empédocle. Alors Empédocle, c'est qui? C'est un philosophe grec et on a une légende à son propos, ce serait qu'il serait mort en se jetant dans les flammes d'un volcan parce qu'il avait développé une fascination assez morbide pour le feu. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que le feu est un symbole à la fois de fascination mais aussi d'autodestruction. Et Gaston Bachelard écrit notamment: s'unissent l'amour et le respect du feu, l'instinct de vivre et l'instinct de mourir. Donc au final on a toujours dans ces paroles la cohabitation entre la vie et aussi la mort. Donc au final elle dit avoir échappé au destin d'Ophélie, donc avoir échappé à la mort d'après ce qu'elle dit, mais ce n'est pas tout à fait ça. Elle a échappé à la mort aquatique, mais elle n'a pas échappé à la mort par le feu et par la passion dévorante qui pourrait la faire succomber. Et là on va arriver sur une autre signification, mais je trouve qu'il va assez bien du feu. Et là on cite notamment une phrase du poète Rilke qui dit: être aimé veut dire se consumer dans la flamme, aimer c'est luire d'une lumière inépuisable, car aimer, c'est échapper au doute, c'est vivre dans l'évidence du cœur. Alors en plus du fait que cette citation est absolument magnifique, eh bien elle éclaire pas mal l'interprétation qu'on peut faire de la musique, puisque au final, la narratrice, Ophélie, ou du moins une avatar d'Ophélie, eh bien elle est toujours au final aussi dépendante de l'amour masculin, de l'amour extérieur. Alors oui d'accord, le personnage masculin va la sauver de la mort et du destin qu'on peut considérer de manière hyper terre à terre comme funeste. On se dit elle meurt, c'est pas cool. D'ailleurs Taylor dans le documentaire, elle dit que cette musique c'était un moyen de faire qu'Ophélie ne meure pas parce qu'elle trouvait ça hyper tragique. Et d'ailleurs elle a dit, enfin Hamlet et Ophélie vont super bien ensemble, ils semblaient super amoureux, etc. Et donc il faut sauver. Et pour elle sauver, ça passe par trouver un autre homme qui va aimer Ophélie à la place d'Hamlet. Et c'est pour ça que la version que nous offre Taylor n'est pas aussi moderne et n'est pas aussi subversive que ce qu'elle essaye de nous faire croire, puisque dans le refrain, elle dit notamment: tout ce temps, j'ai attendu toute seule dans ma tour. Alors là, évidemment, c'est une référence au conte de fées, La Belle au bois dormant, Réponse, toutes ces héroïnes qui ont au final attendu d'être secourues par un homme. Et d'ailleurs, honnêtement, la musique, elle est pas du tout tournée vers le personnage d'Ophélie et vers sa propre guérison, mais elle est tournée vers l'autre, vers le nouvel intérêt romantique qui va faire renaître Ophélie, mais elle n'existe au final pas vraiment par elle-même, puisque par exemple dans le refrain elle va notamment dire: ça va devenir, ou c'est en train de devenir, la nuit sans sommeil dont tu as rêvé, et pas dont j'ai rêvé, ou pas dont nous avons rêvé, c'est dont tu as rêvé. Et puis nuit sans sommeil, autant dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup développer pour savoir de quoi il est question. Donc elle va littéralement, encore une fois, s'offrir à un homme et être dépendant de son bon vouloir, de son désir, de ses envies. Le problème de cette représentation, et ce qui fait qu'elle ne peut pas être moderne, c'est qu'elle est une énième chanson d'amour. Et c'est ça qui pêche et qui fait que, au final, elle n'échappe pas tant au destin d'Ophélie. Et s'il y a quelque chose et un concept qui m'est venu tout de suite en tête quand j'ai regardé la pochette de l'album et quand j'ai aussi visionné le clip, c'est celui du male gaze. Alors le male gaze, c'est un concept qu'on traduit en français par regard masculin, même si le terme en anglais est beaucoup plus utilisé, et c'est issu de la critique et de la théorie cinématographique. Donc c'est pour ça que ça colle assez bien au visuel. Alors il est utilisé pour la première fois par Laura Mulvey en 1975 et il désigne l'ensemble des procédés qui traduisent une représentation du monde basée à partir de perceptions uniquement masculines, centrées sur leur propre intérêt et leurs propres fantasmes,
Ensuite, ce concept il a été étendu à toutes les formes d'art ou de récits de manière générale, dont la littérature. Donc c'est pour ça qu'on peut appliquer ça aussi à la chanson en tant que telle. Donc on va avoir plusieurs critères qui vont déterminer si oui ou non ces discours ou ces créations sont issus du male gaze. Donc on a une objectification des personnages féminins en mettant en avant leur corps et en omettant évidemment toute leur complexité psychologique. On a aussi l'absence de fonction narrative des personnages féminins. Donc ça, je vous en ai parlé, c'est de dire que Ophélie, au final, elle ne sert pas à grand chose dans l'intrigue, ou alors elle est uniquement décrite par ses relations avec les autres personnages masculins. Donc on a par exemple sa relation amoureuse avec Hamlet, mais on a aussi sa relation avec son père, Polonius. Et donc la femme ou le personnage féminin ne sert au final que de faire valoir d'obstacles ou de récompenses, mais elle n'a pas d'existence propre. Et pour moi c'est ça. Et c'est là où on va réussir à recoller beaucoup d'éléments. Comme je vous l'ai dit, la pochette de l'album qui est ce complexe de Nausicaa, donc la femme qui est dans son bain, la version fantasmée, évidemment pas la vraie version où la meuf est réellement dans son bain. Non, elle a une position qui est faite pour un regard extérieur. Elle est aussi maquillée. Elle a notamment sur la pochette ce costume un petit peu de sirène, de naïade. Et pareil pour moi dans le clip, quand on sort des quelques tableaux qui représentent Ophélie, on va avoir toute l'esthétique de la showgirl, mais qui est toujours vue par un regard extérieur. Donc là on a le regard de la caméra, mais on a aussi tout au long du clip des personnages masculins qui vont regarder les showgirls qui sont en train de danser. Et on a aussi ça notamment dans le clip à un moment, alors du coup c'est pas Taylor, c'est une de ces danseuses qui... On a la caméra qui avance dans un espèce de couloir où on devine que c'est un petit peu les backstage du cabaret ou de l'endroit où elles se produisent. Et on va avoir une fille qui est littéralement en petite serviette et donc qui va passer d'une pièce à l'autre. Et donc la caméra va un petit peu la suivre. Et ça c'est ni plus ni moins qu'une représentation du male gaze, du regard masculin sur le corps féminin. Et je crois qu'on a tendance à tort d'imaginer, de concevoir le destin d'Ophélie, le destin tragique d'Ophélie comme étant sa mort. Et donc de penser que le rejet d'Hamlet et sa rupture amoureuse et ensuite son suicide de désespoir, c'est ça la dimension tragique. Mais en fait pas du tout. Et là c'est pour ça que la vision du personnage d'Ophélie a énormément évolué à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, c'est parce qu'on a commencé à considérer son suicide comme un acte d'émancipation. Ce que j'ai compris des interviews qu'a donné Taylor, que ce soit dans son documentaire ou aussi pour la promo de son album où elle a parlé du personnage d'Ophélie, elle voit vraiment cette histoire, l'histoire d'Hamlet, comme une histoire d'amour, alors que pas du tout, c'est une histoire de pouvoir, c'est une histoire qui est extrêmement masculine et le personnage d'Ophélie est une victime de cette recherche du pouvoir, de cette masculinité qui est violente. Et c'est ça son destin tragique, d'être constamment ballotté entre l'autorité d'un homme et de l'autre, d'abord de son père, ensuite de son intérêt amoureux. Et donc elle ne peut exister qu'à travers leur validation, qu'à travers leur autorité. Et une fois qu'elle ne l'a plus, elle n'existe pas par elle-même, elle ne peut exister par elle-même. Et c'est pour ça qu'elle décide de se suicider, c'est pour reprendre la main sur son existence, alors effectivement en y mettant un terme, mais c'est un acte qui est fort. Et donc le fait que Taylor Swift ait sauvé Ophélie et que l'amour l'a sauvée elle-même, hein. Évidemment on peut faire une interprétation complètement autobiographique, elle a rompu de sa relation avec Joe qui a duré de longues années, elle a aussi une petite aventure amoureuse qui s'est pas du tout bien passée, et donc elle a plongé un petit peu dans une mélancolie, elle était assez affectée par cette situation et elle s'est vue à travers le personnage d'Ophélie. Et sa rencontre avec Travis et sa mise en couple et leur relation, etc., l'a sauvée de cette mélancolie qui aurait pu la détruire. Et donc voilà, elle écrit: si tu n'étais pas venu pour moi, je me serais probablement noyée dans ma mélancolie. Et encore une fois, c'est pas anodin parce que la phrase n'est pas au futur. La phrase est dans une espèce de conditionnel un petit peu flou qui montre qu'en fait, elle n'en sait rien. Et est-ce qu'elle aurait pas pu se sortir elle-même de cette situation, tout comme Ophélie s'est sortie elle-même de sa situation?
Je pense que si. Et donc là, ça pose une vraie question. On en revient au titre de la chanson, The Fate of Ophelia, le destin d'Ophélie, sous-entendu le destin tragique d'Ophélie. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on considère que c'est le fait qu'un homme n'ait plus voulu d'elle et qu'un homme n'ait pas été assez digne d'elle et donc il faut en trouver un autre? Ou alors est-ce que le destin tragique d'Ophélie, c'est justement d'être ballottée entre les hommes au gré de leurs envies, de leurs désirs, de leurs fantasmes, qui peut disparaître du jour au lendemain? Parce que le feu n'est pas éternel. Et donc, la passion amoureuse, la passion ardente ne l'est pas. Et là, j'aimerais vous donner une citation de Mona Chollet dans son essai Réinventer l'amour, qui dit, et je pense qu'on va avoir des parallèles entre les précédents albums de Taylor Swift et son nouvel album. Alors résumons. Une femme qui existe d'abord par sa personnalité, avec son univers, ses projets, ses opinions, ses réussites, court le risque d'effrayer certains hommes. Et ça, littéralement ce qu'on avait dans Midnight, littéralement ce qu'on avait dans Titi Pidi aussi. Et là on a ce basculement qui a choqué, enfin pas choqué mais qui a interpellé beaucoup de personnes. Et je trouve que Mona Chollet en parle très bien. Mais une femme qui correspond au fantasme masculin, évidemment la showgirl et la vision de Taylor qu'on a dans ce nouvel album, qui existe amoureusement et socialement d'abord par sa beauté, donc là on parle de sa beauté mais il y a un package à faire avec le fait qu'elle incarne maintenant une vision finalement assez traditionnelle de l'épouse, de plus tard évidemment la mère. On dit que cette femme court le risque d'être ballottée au gré du désir des hommes avec l'insécurité permanente, dévorante, donc là on est encore sur une imagerie autour du feu, que cela suppose. Et c'est exactement, je pense, le sens et l'analyse assez implicite qu'on peut faire de ces paroles-là, mais ça s'applique aussi à beaucoup de textes de l'album, c'est que comparé à ce qu'elle affirme, et d'ailleurs il y a une phrase, selon moi, de la musique qui rentre complètement en dissonance avec le reste du propos, je me suis juré ma loyauté à moi, moi-même, seulement moi. En fait, tout le reste de la musique, des paroles du moins, et tout le reste des visuels montre le contraire. Et je crois qu'elle a juste voulu contrer l'argument de ah oui, donc en fait tu t'es reconstruit d'une rupture avec un homme, avec un autre homme. Là elle fait non, vous inquiétez pas, aimez-vous vous-même. En gros c'est un peu ça. Bon évidemment là j'en fais une analyse purement critique, pas dans le sens négatif du terme, hein, dans le sens très analytique du texte. J'en sors des interprétations, des symboliques cachées, etc. Ça n'enlève en rien le fait que j'adore cette musique et que je trouve que c'est littéralement la meilleure de l'album et que j'ai trouvé ça hyper chouette qu'elle reprenne un mythe et qu'elle fasse un petit peu parler de ça, parce que j'ai vu du coup énormément sur les réseaux sociaux des gens qui faisaient des posts, des contenus pour expliquer le mythe d'Ophélie, le texte d'Hamlet, et je trouve que c'est hyper intelligent. Et d'ailleurs elle l'avait déjà fait avec Love Story et la reprise du coup de Roméo et Juliette. C'est qu'en fait ça permet à des gens qui sont hors de ce domaine, qui n'ont pas forcément étudié la littérature, etc., de s'intéresser à ces textes-là qui sont des textes fondateurs, des textes classiques. J'espère que ça vous aura plu et que ça a permis vraiment de prolonger et de vous permettre de voir la musique un petit peu autrement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous remercie beaucoup d'être resté avec moi pendant tout ce temps, de s'être plongé avec moi dans cet univers à la croisée entre musique pop et classique et théâtre. On a d'ailleurs beaucoup de références au théâtre. Je veux dire, la chanson commence littéralement par je t'entendais parler avec un mégaphone. On a littéralement cette impression de metteur en scène. Et je pense que l'intérêt romantique qui l'a sauvé, etc., en fait, c'est juste le metteur en scène et que Taylor, enfin le personnage, reste seulement une actrice qu'on va diriger. Un peu au gré de nos envies, etc. Et puis bon, rappelons aussi que son ex a étudié pas mal le théâtre, a étudié pas mal Shakespeare, donc je pense qu'il s'est pas régalé, mais qu'il a eu beaucoup de refs sur cette musique et qui peut un petit peu relate. Bref, nous on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et une très bonne millième écoute du nouvel album de Taylor Swift. Et moi je vous dis à bientôt. Salut!